Monsieur Rémi Féraud, président du groupe Paris en commun, vous avez la parole. Merci Madame la maire, chers collègues. Les finances des collectivités, toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, leur nature, sont mises à très rude épreuve. Car oui, les collectivités souffrent et certaines d'entre elles ne savent désormais même plus comment faire face à la situation. Il n'y a qu'à écouter l'ensemble des propos tenus lors du Congrès des maires de France pour savoir que ce désarroi est unanimement partagé, bien au-delà des clivages partisans ou de la politique politicienne. Et oui, la situation est préoccupante et si Paris n'est pas un cas isolé, Paris subit cette difficulté de plein fouet après le coût d'1,2 milliard d'euros de la crise Covid. C'est désormais à une centaine de millions d'euros pour 2023 que devrait s'élever pour notre ville le coût de la crise énergétique et de l'inflation. S'ajoutent à cela les augmentations du point d'indice et du SMIC qui, comme vous l'avez dit Madame la maire, si elles étaient nécessaires, viennent aussi peser sur le budget des collectivités locales, sans parler de la suppression de la fameuse CVAE, décidée par le gouvernement contre l'avis du Parlement et qui va rompre encore davantage le lien fiscal entre entreprises et territoires, ce qui constitue une aberration financière autant qu'économique. Comme le soulignait l'Association des maires de France, à chaque fois que l'État souhaite faire un cadeau fiscal, il ne le fait pas avec ses propres impôts, mais avec les impôts locaux. C'est à l'aune de cette réalité que nous avons dû bâtir le projet de budget que nous examinons aujourd'hui. Et permettez-moi, à ce titre, de rendre hommage et de remercier de leur travail l'ensemble de l'exécutif municipal et de l'administration parisienne. L'examen du budget primitif, c'est un rendez-vous important de notre vie démocratique municipale. Il nous permet d'exposer en responsabilité à la fois la situation budgétaire dans laquelle nous sommes, mais aussi d'exposer nos priorités pour l'avenir et notre moyen de les financer. Je pense que c'est aussi le moment de rétablir un certain nombre de vérités au regard de ce que l'on entend et de ce qu'on lit dans la presse. Pour faire face à cette double crise, Covid et énergétique, nous n'avons, nous, contrairement à d'autres collectivités, ou contrairement à la présidente de région, Madame Pécresse, nous n'avons pas bénéficié du moindre euro d'aide de l'État, ni 10, ni 100, ni 200, ni même 300 millions d'euros. Rien. Paris n'a pas été aidé, je parle de la ville de Paris, ni accompagnée, et pire, elle a été empêchée dans ce budget. Car concrètement, que prévoit le gouvernement pour notre ville en 2023? Une nouvelle hausse de la péréquation, Madame Gatel l'a dit et n'y voit aucun problème. Une nouvelle baisse des dotations, alors qu'elles augmentent de 320 millions d'euros au niveau national, mais rien pour Paris. Et le filet de sécurité anti-inflation prévu par l'État dans la loi de finances, qu'on se rassure, Paris en sera sans nul doute exclu. Au total, le solde des relations financières entre Paris et l'État sera déficitaire pour les Parisiens de plus de 210 millions d'euros en 2023. Et empêché, je disais, parce que lorsque nous proposons des solutions au Parlement et au gouvernement, solutions qui, je le rappelle, n'auraient pas coûté un seul euro ni à l'État ni aux Parisiens. Je pense par exemple à l'augmentation de la taxe de séjour sur les hôtels de luxe, les palaces et les locations saisonnières touristiques. Lorsque nous proposons l'augmentation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ou les logements vacants, c'est non, toujours non, rien à voir, circuler, refus du gouvernement comme de ses supplétifs du parti qui s'appelle les Républicains. Et les ministres ont décidé d'y ajouter des attaques mensongères, indignes, mais également ridicules, lorsque leur rivalité les conduit à se contredire et à se prendre les pieds dans le tapis. En tout cas, puisque on approche aussi de la période des vœux, je forme le vœu que M. Clément Beaune se concentre un peu plus sur l'amélioration des transports en commun en Île-de-France.
dont la situation est désastreuse bien davantage qu'à sa pré-campagne ou à ses attaques mesquines. Je forme aussi le vœu que M. Attal mette un peu plus d'énergie à lutter efficacement contre l'inflation et s'occupe du déficit de l'État et de la dette de l'État avant de s'occuper des affaires de la ville de Paris. Et pour ce qui est de la droite municipale, elle a aussi sa ritournelle pour faire face aux crises que nous traversons. C'est toujours les mêmes. Moins de fonctionnaires, moins de subventions, jamais dans ces arrondissements, bien sûr, puisque tous les vœux présentés conduisent à demander toujours davantage dans ces arrondissements. Et moi, j'écoute attentivement les interventions de nos collègues, quel que soit leur groupe. Et j'ai entendu Maud Gattel juste avant regretter des augmentations de dépenses ou l'absence d'économies en général pour faire ensuite la liste de toutes les économies qu'elle regrettait. Moi, je ne comprends rien à ces contradictions. Alors, je pense que Paris vaut mieux qu'une pré-campagne fondée sur la mauvaise foi avec 3 ou 4 ans d'avance. Car la situation financière, tous les organismes qui sont chargés d'en juger est saine et équilibrée, et ces organismes le rappellent régulièrement. Avec un patrimoine de plus de 44 milliards d'euros qui a doublé en 8 ans, parce qu'il faut rappeler aussi cette bonne gestion de la ville malgré des chocs externes très durs, et en atteste la notation attribuée par les agences qui en sont chargées et qui décernent la meilleure note possible pour une ville française. Quand la notation de Paris se dégrade, c'est exclusivement parce que la ville subit la dégradation de la note de l'État. Et oui, la situation financière s'améliorera avec une durée de désendettement qui se réduit et une épargne brute qui a augmenté de plus de 220 millions d'euros en 3 ans après le choc de la crise Covid. Et nous faisons des économies avec le plan de sobriété énergétique notamment, qui vise à réduire notre facture énergétique de 10% en baissant les températures dans nos bâtiments et en éteignant un certain nombre de façades. Et puisque gouverner, c'est faire des choix, nous avons fait en effet le choix d'augmenter la taxe foncière de 7 points dans les contraintes, parfois absurdes, qui sont imposées à toutes les collectivités par le gouvernement. Et nous savons bien qu'augmenter un impôt n'est ni populaire en soi, ni une facilité. Mais en 2023, la taxe foncière atteindra encore à Paris 20,5%, c'est-à-dire un taux de moitié à la moyenne des grandes villes et beaucoup moins de la moitié du taux d'Angers dont le ministre de la Cohésion des territoires et des collectivités locales était encore maire il y a quelques mois. Et comme je le disais, la solidarité et l'accélération de la transformation écologique de notre ville restent nos priorités. Et nous avons donc aussi prévu d'exonérer de paiement de la taxe foncière les propriétaires qui auront investi dans la rénovation thermique de leur logement, les propriétaires les plus fragiles rencontrant des difficultés économiques, les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, de l'allocation supplémentaire d'invalidité et les redevables de plus de 75 ans et les titulaires de l'allocation adultes handicapés sous conditions de ressources. Cette augmentation de la fiscalité, elle touchera une minorité de Parisiens et pour la majorité des Parisiens et notamment les plus modestes, nous préserverons leur pouvoir d'achat. C'est cela la réalité de notre politique. C'est-à-dire exactement le contraire de ce que fait la droite régionale et Madame Pécresse. Je sais que beaucoup des conseillers de Paris du groupe des Républicains sont aussi conseillers régionaux et siègent dans sa majorité et ont voté l'augmentation du prix du pass Navigo pour tous les franciliens et donc tous les Parisiens sans aucune distinction de revenus
et je ne vous parle pas de la qualité du service rendu, et je ne vous parle pas non plus de l'état des lycées, en particulier dans les quartiers populaires. Vous ne pouvez plus cacher la réalité de votre politique. Et faire payer sans prendre en compte la situation personnelle, sans possibilité d'exonération, c'est la même logique que celle du gouvernement quand par un amendement au projet de loi de finances, nous découvrons qu'il a imposé aux salariés de payer un reste à charge de leur formation dans le cadre de leur compte personnel de formation. Nous voyons bien la différence de logique politique entre ce que nous mettons en œuvre à Paris et ce qui vous réunit, la droite parisienne et la droite gouvernementale. Alors, la maire l'a dit, nous avons refusé cette alternative qui aurait sans nul doute été la vôtre, augmenter de 40% les tarifs de cantine, mettre fin à la gratuité des activités périscolaires, à celle des musées, geler le recrutement de centaines de policiers municipaux, stopper la prise en charge du pass Navigo pour les jeunes comme pour les seniors, fermer des équipements et notamment les piscines, ne plus accompagner les foyers parisiens les plus en difficulté avec les aides du Centre d'action sociale. Oui, nous aurions pu proposer cela, mais nous ne l'avons pas fait et heureusement, car nous sommes de gauche et nous sommes fiers de mener une politique municipale solidaire. Ne vous en déplaise, nous avons fait un choix conforme à nos convictions et conforme aux engagements que nous avons pris lors des dernières élections municipales, celui d'investir dans la solidarité, dans le logement social, dans le service public, dans la transformation écologique, sujet absolument essentiel au cœur des préoccupations des Parisiens pour lesquels ils nous ont fait confiance et dont je regrette qu'ils ne recueillent pas plus votre attention, Monsieur Alphand. C'est pour mieux protéger que ce budget renforce de 45 millions d'euros les dépenses d'insertion et de solidarité et de 13 millions d'euros les dépenses allouées à la protection de l'enfance. C'est pour mieux préparer l'avenir que ce budget prévoit la construction de nouvelles écoles, comme dans le 8e arrondissement, la restructuration de la cité scolaire Gabriel Fauré dans le 13e ou la rénovation du groupe scolaire Maurice Rouvier dans le 14e. C'est pour mieux préparer l'avenir que nous prévoyons 800 places de crèches supplémentaires l'an prochain. C'est également pour mieux préparer l'avenir que nous prévoyons un investissement massif dans le logement social et permettre l'accès de tous les Parisiens au logement. C'est pour mieux préparer l'avenir que nous prévoyons la création de 385 emplois, dont plus de la moitié pour résorber des emplois précaires à la ville de Paris. Et aussi de créer des postes dans la police municipale, les équipements sportifs, les équipements de petite enfance, la propreté, le renforcement de l'action sociale. C'est pour mieux préparer l'avenir que nous prévoyons de mettre en œuvre le plan de rénovation thermique des bâtiments municipaux et c'est dans ce même objectif que notre groupe a déposé des amendements visant à aller encore plus loin sur des sujets qui nous tiennent à cœur, comme à l'ensemble de la majorité municipale, l'environnement bien sûr, mais aussi le social, la culture, le sport, le patrimoine, etc. Autant d'amendements qui portent sur des domaines concrets, les domaines du quotidien des Parisiens et les projets qui sont utiles à notre ville. Donc, comme l'ensemble de la majorité municipale, nous sommes attachés à un budget qui permette d'investir pour l'avenir, de préserver et de soutenir le service public, de venir en aide aux Parisiens qui en ont besoin, de ne renoncer ni à la solidarité, ni à la transition écologique de la ville. C'est pour cela, bien sûr, que nous soutiendrons le budget qui nous est proposé aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.